Le collège Stanislas sort d'une semaine de turbulence et on fait le point justement avec Louis Manaranche, normalien, agrégé d'histoire, censeur directeur des classes préparatoires donc du collège Stanislas. Bonjour Louis Manaranche. Bonjour Louis. Avec peut-être une prise de parole médiatique qui a attendu un petit peu de voir comment les choses évoluaient. Donc on vous a entendu plutôt en seconde partie de semaine. Vous-même, vous avez fait plusieurs médias. Il y a une polémique dans la polémique qui a rebondi sur la question du contournement de Parcoursup. On verra si on en dit un mot parce que le collège Stanislas a aussi fait une mise au point sur la question. Comment est-ce que vous avez vécu cette semaine, Louis Manaranche, et de quoi est-elle le nom, selon vous? Écoutez, ça a été une semaine très dense, avec évidemment une certaine lassitude vis-à-vis de la répétition d'articles, le sentiment d'être parfois un petit peu sous une sorte de tir groupé. Euh, pour autant, le point positif que j'y vois, c'est que ça a permis un certain nombre de clarifications et ça a aussi permis de souder la communauté éducative de manière assez forte. Bien sûr, ça a permis dans la communauté éducative aussi de soulever certaines questions éventuelles si tel ou tel point n'était pas compris. Mais disons que ça a été une semaine extrêmement étonnante. En réalité, quand on fait des métiers d'enseignement et d'éducation, on imagine qu'on aura affaire à une forme de cadre serein, une certaine voilà, quiétude pour transmettre et pour éduquer. Et là, on a été effectivement aux antipodes. Que cherchait-on à savoir quand vous avez été interrogé dans les médias, en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir quand on vous invite? Au fond, on cherche à savoir ce qu'il y a derrière le fameux rapport de l'inspection générale. Rapport de l'inspection générale, donc je le rappelle, qui a été ouvert. Donc cette enquête administrative qui a donné ce rapport a été ouverte à l'issue de plusieurs articles, notamment un article de Mediapart de 2022 qui essayait de décrire une ambiance homophobe et sexiste au collège Stanislas, avec un mélange de témoignages de choses assez anciennes, d'analyses actuelles plus ou moins, on va dire, dans la compréhension de ce qui se vivait à Stanislas. Et le ministre de l'époque, Pap Ndiaye, avait souhaité envoyer 4 inspecteurs généraux pour faire une enquête assez approfondie. Donc il y a eu une centaine d'auditions et a été rédigé un rapport qui disait que Stanislas ne présentait pas d'homophobie et de sexisme, mais qu'il avait pu y avoir ici ou là des sorties de piste. Vous l'aviez lu, ce rapport? Alors ce rapport, nous ne l'avions pas eu, nous n'en étions pas destinataires. C'est un rapport qui était destiné au ministre et une copie avait été faite à la direction diocésaine. Ça, pour le coup, nous l'avons tout à fait dit dans nos communiqués. On avait eu des retours sur la nature des recommandations formulées, mais rien d'autre. Pourquoi est-ce que nous ne l'avions pas eu? Parce que nous n'avions pas de sanctions disciplinaires. Dans la mesure où un rapport ne donne pas de sanctions disciplinaires, il sert simplement à faire une remontée de terrain la plus spontanée possible au ministre et au ministre de prendre des décisions. Donc ce rapport n'avait pas vocation à être publié. Comment est-il arrivé à Mediapart? Il faut le demander à Mediapart. J'imagine forcément qu'il y a eu quelqu'un pour l'envoyer, quelqu'un qui en était un destinataire forcément, ou en tout cas qu'il a vu traîner sur quelques bureaux, que sais-je. En tout cas, ou alors ils ont des hackers extraordinaires, mais enfin je ne sais pas, vous interrogerez Mediapart. Ce qui est certain, c'est Qui qu'effectivement... invoquera le secret des sources? Et oui, et qui j'imagine bien. Ce qui est certain, voilà, c'est que Mediapart se l'est procuré et donc un rapport qui, soulevait quelques difficultés, mais surtout, disait bien qu'il n'y avait pas d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme structurel à Stan et que, en fait, il y avait quelques petits points à améliorer, mais rien de plus. Et bien ce rapport qui aurait pu être présenté comme nous dédouanant des accusations médiatiques a été utilisé par Mediapart pour confirmer ces premières attaques. Et donc là, tout à coup, la caisse de résonance étant devenue nationale du fait de la scolarisation des fils de Madame la ministre, eh bien, c'est en suivi ce que vous savez. On est passé d'un sujet à l'autre parce qu'en soi, la scolarisation du fils du ministre n'a pas de rapport en soi avec le caractère propre du collège Stanislas. Non, mais on voit bien qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'école privée sous contrat, l'école privée sous contrat qui avait déjà suscité quelques discussions au moment de l'annonce de la scolarisation des enfants de Pap Ndiaye à l'alsacienne, ou du moins d'un enfant. Lorsqu'on a aussi évoqué l'école alsacienne en Corrèze, ce sont décidément nos voisins à plusieurs égards, pour la scolarisation de Gabriel Attal. Et puis, pour nous, il y a eu une sorte de circonstance aggravante aux yeux de certains médias qui est une incapacité à comprendre le caractère propre de Stanislas et donc la réouverture d'une sorte de dossier d'accusation dont je crois qu'il a été relativement
pas facile, mais en tout cas euh, simple, parce on a beaucoup de témoignages dans ce sens, de montrer qu'il n'y avait pas donc les accusations formulées, homophobie, sexisme, mais l'école privée d'un côté et le caractère propre avec l'identité catholique de l'établissement de l'autre, et bien évidemment, ça fait une sorte de cumul. Et dire que les enfants de Madame Oudéa Castéra n'étaient pas scolarisés dans n'importe quel privé sous contrat, mais dans un privé sous contrat qui, aux yeux de certains, présente des formes d'abus, vous voyez, ça devenait plus grave. La suspension du financement de la mairie de Paris, ça compte? Alors c'est une suspension d'abord et non pas une suppression. Pour rappeler le cadre légal, la mairie de Paris n'a pas le droit de suspendre de manière définitive, enfin, n'a pas le droit de supprimer un financement tant que nous sommes sous contrat. Donc qu'elle se mette à la disposition du rectorat pour comprendre si oui ou non nous allons garder le contrat et en attendant euh, ne pas verser ou du moins prétendre ne pas verser, nous allons voir des subventions. Voilà, ça c'est une chose, c'est le droit de la mairie de Paris. Mais rappelons le droit français, une école sous contrat reçoit de toute manière le forfait d'externat eh bien, de la municipalité pour les petites classes et du collège, du département pour le collège. Or, la mairie de Paris, vous le savez, Paris est à la fois mairie et département. Donc aujourd'hui, c'est une question politique que pose la mairie de Paris. Elle en a bien le droit. Pour autant, en termes de droit, à un moment ou à un autre, si nous gardons le contrat, les financements devront reprendre ou du moins être maintenus. Vous pourriez ne pas garder le contrat? Alors on pourrait toujours ne pas garder le contrat. Toutes les écoles sous contrat, on va se poser cette question. Simplement, ce que je veux dire de manière très claire, c'est que ce rapport nous lave des accusations qui avaient été formulées dans la presse, tout en nous donnant quelques points d'amélioration, des réels points d'amélioration que nous prenons au sérieux, avec beaucoup d'humilité. Mais en aucun cas, ce rapport ne préconise que nous perdions le contrat. Or, c'est un rapport de 4 inspecteurs généraux missionnés par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Donc, qui était le plus à même d'évaluer la nature de ce qui se vivait à Stan par rapport au contrat, sinon eux? Donc ça, c'est le premier point. Alors, est-ce qu'il faut jouer aujourd'hui toujours davantage de pédagogie pour bien faire comprendre ce qu'est le caractère propre prévu par la loi Debré et l'articulation entre ce caractère propre, la liberté de conscience et les grands impératifs républicains, certainement. Mais il ne faut pas se leurrer et on sent bien que s'il n'y a pas cet effort de pédagogie, s'il n'y a pas cet effort de compréhension mutuelle, une bonne partie des écoles avec un caractère propre pourrait être contestée. Vous avez tout intérêt évidemment à maintenir ce caractère propre et à le faire comprendre, d'autant Mmh. que le contrat d'association de la loi Debré donne beaucoup de liberté en fait à l'établissement. Elle donne Et beaucoup effectivement. d'établissements n'en usent même pas de cette liberté, ou assez peu. Alors écoutez, ça, c'est une vaste Ça, problématique c'est parce qu'il faudrait faire une typologie de ce que font les différents établissements. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que, il y a dans la loi Debré une expression qui est fondamentale, et que l'Église a d'ailleurs, travaillé dans son référentiel propre au moment de Vatican II, qui est la liberté de conscience. Voilà, il est dit, dans la loi de 1959 que les établissements scolaires, qui contractent avec l'État, les établissements privés qui sont liés à l'État par contrat, doivent respecter la liberté de conscience. Et dans l'histoire, on a compris différemment au fur et à mesure que la société s'est ouverte à une forme de mixité, a connu une forme de sécularisation, cette notion de liberté de conscience. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a vraiment un travail très précis à faire sur l'articulation entre cet impératif légal, qui est aussi un impératif de chrétien, de la liberté de conscience, et la proposition éducative. Le Ménaranche, alors une question un peu poil à gratter si on veut dire. Mhm. Ces établissements, il n'y a pas que Stanislas, mais disons les établissements élitistes forment depuis un demi-siècle peut-être ceux qui vont prendre les commandes d'un pays et décider aussi de sa politique et des grandes orientations. Le fait qu'une bonne partie de l'élite française ait été formée dans le sous-contrat catholique, on n'a pas le sentiment que l'Église ait eu tellement son retour d'investissement dans le domaine politique, c'est-à-dire j'allais dire que ces vues soient particulièrement partagées par ce monde politique. Ça aboutit même à la constitutionnalisation de l'IVG aujourd'hui. Mm. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, une forme de peine perdue là-dedans? Ou est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre le catholique et le privé? Alors, il peut y avoir une confusion entre le catholique et le privé, mais si vous me permettez de faire le lien avec votre précédente question, c'est la preuve
que le privé sous contrat parvient à déployer la liberté de conscience. Effectivement, si nous formions ce qui était un petit peu le fantasme des plus farouches anticléricaux de la Troisième République, des bataillons de petits militants qui, à l'époque, pensait-on, étaient aux Aller mains des reconquérir le congrégations pouvoir. religieuses et qui, dans le contexte de l'époque, auraient pu finir par fragiliser la République, alors effectivement, on comprendrait que la notion de privé sous contrat pose un problème à la dite République. On voit que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, moi je trouve ça plutôt heureux que les profils qui passent par l'école catholique soient des profils divers. Certains s'engagent dans la sphère publique pour voilà, défendre un certain nombre de positions comme catholiques. D'autres sont tout à fait dans un autre registre. Ce qui est important, c'est la qualité de l'enseignement qu'ils y ont reçu et la qualité de la communauté éducative qu'ils auront fréquentée. Est-ce qu'on y a vécu en chrétien, hein, d'abord? Et ensuite, voilà, le positionnement des uns et des autres vis-à-vis de la foi et des grands enseignements de l'Église, bon, bah, ça les regarde. Mais c'est l'enseignement catholique n'a pas en l'espèce d'objectif particulier dans ce domaine-là. L'enseignement catholique n'a pas d'objectif particulier autre que d'enseigner et d'éduquer, et dans cet enseignement et cette éducation, faire comprendre et goûter la compatibilité entre l'acte de foi et ce qui en découle dans la vie quotidienne et dans les grands positionnements et la raison. Voilà. En fait, c'est fondamentalement ce que veut vivre une école catholique en déployant sur son lieu d'enseignement une proposition chrétienne explicite et d'annoncer à tous explicitement la référence chrétienne qui l'anime. À partir de là, après, il y a une variété de situations et d'approches, mais je crois que c'est le fond de ce que veut une école catholique. Et pour ça, il faut vraiment qu'elle soit comprise justement. La distinction entre les cours d'instruction religieuse et les cours de catéchisme, il y en a une à Stanislas. Alors effectivement, à Stanislas, nous parlons traditionnellement d'instruction religieuse dans les emplois du temps, même si très largement dans le langage courant, les élèves parlent de caté. Alors j'ai la chance, étant censeur des classes préparatoires, qu'en classe prépa, pour le coup, on parle quand même plus volontiers de cours de théologie que de caté, et on entend assez peu les élèves parler de caté. Mais effectivement, il y a eu un rapprochement, alors qu'il y a une distinction en réalité à faire entre ces cours qui présentent la foi chrétienne mais ne supposent pas l'adhésion, et le catéchisme ou la catéchèse qui s'adresse aux chrétiens qui sont dans une démarche de préparation de sacrements, et donc qui là se déploie les grandes années de préparation des sacrements ou d'une démarche comme la profession de foi. Donc la 5e pour la profession de foi, la 3e pour la confirmation à Stanislas. Voilà, alors aujourd'hui on nous Ce sont dit... des formateurs différents. Ce sont souvent des formats différents. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont beaucoup d'intervenants extérieurs, parents d'élèves, anciens, etc. Mais ce sont souvent effectivement des formateurs différents. Alors aujourd'hui, on nous demande de clarifier ces choses-là et de rappeler le caractère facultatif. Alors effectivement, le caractère facultatif de la catéchèse, il tombe sous le sens en tant qu'elle prépare les sacrements. Reste à voir aujourd'hui comment une exposition de la foi chrétienne, qui peut d'ailleurs, bien évidemment, ouvrir à une présentation plus large du fait religieux, peut revêtir, s'il présente les caractéristiques requises pour bien préserver la liberté de conscience, à un caractère ancré dans l'emploi du temps. Ça, c'est une discussion qu'il faudra avoir avec toute la communauté de Stanislas, avec le diocèse et bien sûr avec le rectorat. On voit bien que selon les établissements catholiques, aujourd'hui, il y a des propositions facultatives et des cours obligatoires. Qu'est-ce qu'on met derrière ces cours obligatoires? Comment est-ce qu'on s'assure qu'un cours obligatoire n'empiète pas sur la liberté de conscience et n'est pas dans une démarche stricto sensu catéchétique? Voilà, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on peut le travailler, mais il faudra certainement qu'on soit... Enfin, on va le travailler d'ailleurs, on est bien obligé. Mais il faudra qu'on soit aidé dans cette réflexion aussi par un cadre national et notamment, je pense, par les évêques pour qu'ils puissent aussi se positionner là-dessus. Ils vous ont soutenu? Bah, les évêques sont dans une attitude aujourd'hui paternelle, forcément. On a des contacts avec notre clergé local, comme tous les établissements catholiques. On n'a pas eu les évêques dans la tempête médiatique, mais était-ce vraiment leur place? En tout cas, c'est à eux d'évaluer. Peut-être une prise de parole postérieure à la tourmente serait intéressante, mais certainement postérieure. Dans les cours d'instruction religieuse, il peut être envisagé de parler d'autres religions. Il peut tout à fait envisager de Ce parler n'est pas le cas d'autres... aujourd'hui. Alors, on en parle certainement insuffisamment dans ces cours-là. Aujourd'hui, le cœur de notre démarche, et ça restera le cœur de notre démarche, c'est de donner à comprendre la foi chrétienne. Bon. Est-ce que
aujourd'hui, c'est une réflexion qui me semble vraiment intéressante. J'en parlais avec des prêtres qui sont très marqués par l'influence du cardinal Aveline. Est-ce qu'on pourrait faire à la fois une présentation claire, explicite de la foi chrétienne et y insérer une approche des autres religions sans que ça donne l'impression d'un simple comparatif synoptique un peu désincarné? Je pense qu'il y a une voie à réfléchir de manière très précise là. En revanche, évidemment, je ne crois pas du tout qu'un établissement catholique doive présenter le fait religieux avec une sorte d'extériorité radicale, comme si on était un spectateur en surplomb. Donc vous voyez, c'est un travail vraiment complexe qui, à mon avis, peut amener à quelque chose d'absolument passionnant, mais très complexe, que de pouvoir présenter le fait religieux en assumant qu'on le présente depuis le christianisme, qui est évidemment confessé dans une école catholique, sans surprise, à mon sens. Ce que le caractère propre autorise. À mon sens, tout en laissant bien ouvert la présentation des autres démarches religieuses jusqu'à l'agnosticisme et en respectant la liberté de conscience. On voit bien le champ. Il y a, à mon avis, une école qui est une piste de réflexion pour nous tous, qui a ouvert une piste de réflexion, qui est c'est Sainte-Marie-Lyon, les maristes, hein, où ils ont fait un vrai travail là-dessus. D'où vous venez, non ? Et dont je viens, absolument. Et donc, il y avait un vrai, les cours, notamment avec Xavier Dufour, etc., un certain nombre d'intervenants qui ont fait ce cycle de cours de religion, on les appelle chez les maristes. Et bien, à mon avis, il y a une réflexion à avoir avec eux. Donc, il y a une expertise, en fait, qui pourrait s'étendre même au-delà de Stanislas, et qui pourrait proposer éventuellement à l'enseignement catholique en général une sorte de, peut-être que ça existe, hein, mais une sorte de procédure qui permettrait d'aborder ces questions-là de manière plus sereine. Je pense que ça serait une bonne réflexion à avoir. Après, il faut que chacun s'entende parce que le caractère propre, il concerne l'enseignement catholique national, puis il concerne aussi chaque établissement. Il y a des établissements qui vont vouloir faire quelque chose de plus général et structuré de telle manière. D'autres sont dans une approche davantage de pastorale strictement facultative, avec aucune proposition de cours obligatoire. Voilà, je pense qu'il faut mettre ces sujets sur la table. Louis Manaranche, c'est difficile de faire passer le message, même s'il y a des éléments tangibles. Hein. L'indice de position sociale en classe préparatoire, par exemple, est inférieur, c'est-à-dire grosso modo la mixité est supérieure à Stan qu'elle ne l'est, par exemple, dans d'autres établissements élitistes publics. Dans d'autres classes préparatoires. Voilà, dans d'autres classes préparatoires, c'est un message qui a quand même, je ne dis pas du mal à passer, mais disons que l'image que laisse cette polémique, c'est qu'il y a quand même une ségrégation scolaire qui touche certains établissements. Est-ce que le terme est juste? C'est la reproduction sociale qui, finalement, est le miroir de tout ça? Personne qui a fait un tant soit peu de sociologie ou qui en comprend l'approche ne peut nier les mécanismes nationaux de reproduction sociale. Alors après la ségrégation scolaire, on passe un degré et un cap. Stanislas fait tout pour lutter contre la ségrégation scolaire. Vous voyez, on est engagé dans des cordées de la réussite avec des établissements publics, notamment d'Épinay sous Sénart. Et d'ailleurs, ils nous ont apporté un soutien pour plusieurs de ces membres engagés dans les cordées de la réussite qui a été extrêmement précieux pour nous. On est engagé dans le déploiement de bourses maisons qui viennent se surajouter aux bourses Crous. Je rappelle par ailleurs que notre internat donne droit aux APL. Donc en fait, il y a quand même pour faire des études à Paris, la proposition Stanislas avec internat est finalement beaucoup moins onéreuse que de nombreuses autres propositions qui existent. Bon, on fait tout pour montrer que cette excellence scolaire que l'on vise, qui n'est pas un élitisme fondé sur des critères sociologiques, mais une vraie excellence par le déploiement des talents de chacun, est ouverte à tous. On veut l'ouvrir à tous, effectivement, en présentant très explicitement aussi ce que nous sommes et qui nous sommes. On s'y emploie. Effectivement, on voit bien aujourd'hui que la France est traversée par un problème qui est assez profond et assez structurel d'incompréhension de part et d'autre de différents secteurs de la société, de sentiment que pour certains, l'ascenseur social est plus qu'en panne, mais est en fait hors service de manière définitive, alors que pour d'autres, il fonctionne très bien. On a évidemment, et d'ailleurs comme chrétien, le sentiment qu'on doit jouer notre partition dans cet ordre-là. Effectivement, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait déjà. Est-ce qu'on doit et peut faire plus encore en termes de diversité sociale? Il faut s'y employer. Mais voyez, pour ça, il faut aussi qu'on puisse se présenter de manière sereine et qu'il n'y ait pas de caricature médiatique sur qui nous sommes. Le contournement de Parcoursup, c'est le dernier épisode de cette polémique. Vous estimez, vous, que c'est tout à fait... D'abord, que ça peut concerner
quasiment toutes les classes préparatoires. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il en est précisément là-dessus. Je ne dis pas que ça concerne toutes les classes préparatoires. Je ne dis pas non plus que le contournement de Parcoursup est un contournement acté excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, est un contournement, sur le fond. C'est-à-dire qu'il y a un courrier, qui effectivement a été rédigé par le ministère de l'Enseignement supérieur qui, demande que sur la forme, nous soyons peut-être, plus raccords avec la charte Parcoursup. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est donner un avis au moment précis où, ailleurs, les chefs d'établissement donnent un avis pour les vœux d'accueil. Il se trouve que pour une bonne partie de nos élèves, l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil sont le même établissement, c'est-à-dire Stanislas. Voilà, alors formuler un avis, effectivement, peut procurer à certains la garantie, le sentiment de la garantie d'avoir Stanislas, et donc a pu conduire, ce qui est le point reproché, à ne formuler qu'un seul vœu. S'il faut effectivement arrêter de donner l'impression par l'avis qu'il y a une forme d'admission ou que sais-je, très bien, on peut réfléchir, mais en tout cas, très franchement, il s'agit d'un sujet minime et technique qui n'a rien à voir avec des passe-droits, des pistons ou des délits d'initiés. Et on voit bien qu'il y a une volonté médiatique de faire monter la mayonnaise là-dessus pour dire aux familles qui souffriraient des attentes Parcoursup qu'à Stanislas, eh bien, il y aurait je ne sais quel grand contournement, grand système de contournement. Ça n'est absolument pas le cas. Il s'agissait simplement d'une facilitation dans la compréhension de ce qui allait se produire et en aucun cas de passe-droit pour quiconque. Et d'ailleurs, la grande majorité de nos élèves de classe préparatoire viennent de l'extérieur. Merci beaucoup, Louis Je Manaranche, vous en prie. censeur, directeur des classes Merci préparatoires à du vous. collège Stanislas, normalien agrégé d'histoire. Je vous souhaite une excellente journée.